je suis très heureuse de retrouver Charles Znaty, que je n'ai pas vu depuis longtemps, mais que je connais, et qui va introduire, Charles, la prochaine table ronde. Je vous laisse alors. Allez-y. Je vous laisse le micro. Voilà. Bonjour. Bon, alors, je peux témoigner que c'était passionnant en bas, hein, Cécile, merci. C'était le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale. C'était très intéressant, mais on va avoir aussi des interventions qui vont être passionnantes. Je voudrais remercier. Alors d'abord, grande nouveauté, je pense que vous l'avez déjà dit, mais merci d'être là parce qu'on inaugure ce nouveau format de la REF, hein, cet espace talk, comme on dit en bon français, qui est situé juste au-dessus de l'espace lounge, comme on dit aussi dans la même langue. Je voudrais remercier. Alors, c'est inhabituel de commencer par les hommes, ça se fait pas. Mais Christophe, ta fidélité, ton engagement, ton soutien, merci d'être là encore cette année avec nous. Alexia Laroche-Joubert, on est ravis de vous recevoir. Donc, vous êtes la présidente directrice générale de Banijé. Fabienne Arata, vous êtes la directrice générale de LinkedIn, c'est comme ça qu'on dit, parce qu'il y en a qui disent autrement. Alors voilà. Elodie Sarfati, vous êtes fondatrice de People In. Je vois une proximité. Et Antoine Prodo, vous êtes directeur des relations extérieures de Galiléo. Voilà. Et donc, Christophe Harrigan, qui est le directeur général de la Mutuelle Générale et de Flex Conseil et Services. Anne-Cécile, on ne vous présente plus. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le pouvoir des soft skills. Alors, je ne sais pas, enfin, je suis content de voir que la salle est pleine parce que moi, je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant, vraiment passionnant. Je ne vais pas me lancer dans l'explication de ce que sont les soft skills. Je pense que le terme est suffisamment explicite en tant que tel. Comment on le... On va quand même... je vais vous laisser, le soin de le définir, mais je trouve que c'est vraiment extrêmement intéressant parce que pendant très longtemps, notre système éducatif, la doxa était très orientée sur justement les hard skills. Hein. La France est d'abord et avant tout un pays d'ingénieurs. Et je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Donc la question des soft skills qui s'est imposée dans le monde du travail depuis quelques années, comment est-ce qu'on reconnaît ces éléments-là? Comment est-ce qu'on les valorise? Comment on les évalue? Tout ça, ça va être des sujets vraiment passionnants. Et en ce qui me concerne, je sais que c'est un sujet sur lequel, au moment des embauches, je porte beaucoup d'attention parce qu'il me semble que tout ce qui est lié à l'innovation, à la créativité, à la capacité de travailler en groupe, au management interculturel, etc., c'est ça qui permet aujourd'hui aux entreprises de se développer extrêmement vite. Voilà, donc je ne vais pas prendre la parole plus longtemps. Si je vous rends le micro, et puis j'invite vous allez inviter nos... Oui, je vais les inviter les uns nos après les autres. invités à nous rejoindre. Voilà, absolument. Merci Charles. Merci beaucoup. Il n'est pas un peu fort mon micro, non? Ça va? Attendez. Alors, je vais récupérer celui-là. Voilà, comme ça, chacun aura un micro. Alors, du coup, en effet, on va parler des soft skills. Et je vais d'abord, avant qu'on définisse de quoi on parle, appeler mes invités à nous rejoindre. Alors, elle est Country Manager LinkedIn France, Moyen-Orient et Senior Directeur Europe, Moyen-Orient, Amérique latine en charge des relations avec les gouvernements. Venez nous rejoindre, Fabienne Arata. Il est donc le directeur général de la Mutuelle Générale et de Flex. Venez nous rejoindre, Christophe Harrigan. Elle est PDG donc, de Banijé France. Je suis très heureuse de retrouver Alexia Laroche-Joubert. Alors, elle porte le même nom que moi, mais nous ne nous connaissons que très peu. Elle est la fondatrice de People In. Bienvenue à vous, Elodie Sarfati.
Il est directeur des relations extérieures du groupe Galileo Global Éducation, qui regroupe des écoles aussi prestigieuses que variées comme l'EM Lyon, le Cours Florent ou encore les Ateliers de Sèvres. Merci d'accueillir Antoine Prodo. Alors, bonjour à tous les 5 à nouveau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes assez nombreux, donc je vais timer un petit peu les prises de parole pour qu'on puisse vous laisser en dire le plus possible. Avant cela, j'aimerais redonner une définition des soft skills, puisqu'on en parle de plus en plus. On nous dit que c'est de plus en plus important dans notre monde où il y a des difficultés de recrutement importantes, mais où il y a aussi la nécessité de recruter des profils beaucoup moins normés, de développer une mobilité qui mette davantage en avant la polyvalence et donc ces fameux soft skills dans les parcours internes. Alors, quand on parle de soft skills, de quoi parle-t-on exactement ? J'aimerais donner une définition simple et rapide. Est-ce que les soft skills, ce sont des compétences douces, des compétences humaines, des savoir-être dont disposeraient des salariés, tout ce qui ne s'obtient pas finalement par les diplômes et donc tout ce qui est en plus des hard skills. Alors à tous les 5, est-ce que vous confirmez cette définition des soft skills ? Je vais commencer avec vous, Élodie Sarfati. Est-ce que j'ai la bonne définition ? Alors pour moi, oui, avec la nuance près de dire que les soft skills, c'est pas la bonne personnalité. C'est pas juste le savoir-être, c'est vraiment, on inclut aussi les compétences comportementales dedans. Et donc, c'est des choses qui sont mesurables, qui peuvent évoluer. C'est pas juste la personnalité du candidat. Très bien. Alors, c'est très intéressant parce que je vais me tourner vers vous, Fabienne Arata. Est-ce que vous partagez cette définition sur le fait que ça se mesure, ça s'évalue, les soft skills ? Absolument. Alors j'introduirai également une seconde nuance qui est effectivement, ça ne s'acquiert pas avec un diplôme, pas forcément, mais en tout cas ça s'acquiert avec de la formation et ça se travaille avec de la formation. Et les soft skills sont éminemment normés. En ce qui nous concerne, on travaille avec une taxonomie de 41 000 compétences, ce qui nous permet d'avoir des accords, par exemple avec France Travail, pour évaluer l'évolution de chacune de ces compétences et les attentes des entreprises sur chacune de ces compétences. Christophe Arrigan, quelle est votre définition des soft skills ? Alors, pour compléter les définitions, les propos qui ont été émis précédemment, moi j'aime bien la classification en 4 familles qui en gros englobent bien l'exhaustivité des soft skills. Première compétence, ce sont les compétences cognitives. Dans les compétences cognitives, on a la capacité d'analyse, la capacité de traitement, la logique qui permet à la pensée de comprendre et d'identifier une problématique. Donc tout ça sont les premiers facteurs, les compétences cognitives. Mais ça, c'est un peu des hard skills, non ? Dans la capacité d'analyse, on est quand même... On est un peu on est entre dans les deux, là. La logique, la pensée logique, on est quand même dans le cognitif. Et puis ensuite, on a les compétences connatives. Alors là, les compétences connatives, on va être un peu plus dans de l'innovation. C'est la capacité à prendre des décisions, finalement. La capacité à prendre des risques, à passer à l'action. Tout ça, ce sont des compétences nouvelles et qui sont importantes dans une entreprise parce qu'on voit aujourd'hui que certaines personnes peuvent être tout simplement bloquées par la peur de la décision. Donc ces compétences-là, elles sont aussi importantes, elles doivent s'apprécier. On a aussi, bien sûr, toutes les compétences qui concernent les émotions. Dans les émotions, il y a la capacité à comprendre les émotions de l'autre, mais aussi ses propres émotions. Et là, vous retrouvez des termes très connus tels que l'empathie, l'attention aux autres, l'écoute. Et puis la dernière famille de compétences, eh bien, ce sont les compétences relationnelles, c'est-à-dire la capacité à travailler en équipe, en autonomie. Voilà, toutes ces compétences-là, ces 4 familles, eh bien, elles permettent d'avoir un bon panel de ce que l'on attend d'un candidat, en tout cas dans une entreprise, et de pouvoir bien conjuguer ces compétences avec les profils que l'on recherche. Antoine Prodo, vous, en tant que représentant donc, de Galileo, qui est donc un groupe d'enseignement, c'est quoi les soft skills ? Alors, je vais faire une petite digression historique. Pas trop longue, hein ? Pas trop longue, très courte. En fait, si je vous dis que la capacité à collaborer, à travailler ensemble, à s'adapter, à s'écouter, c'est ce qui transforme un manager en un leader, je pense que tout le monde sera d'accord. En fait, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'historiquement, la notion de soft skill, elle viendrait de l'armée américaine dans les années 60-70. Et l'armée américaine s'est aperçue, après avoir formé ses soldats à l'équipement militaire, aux armes, etc., que la condition de la victoire du groupe de soldats, elle était plus dans la manière de diriger ce groupe que simplement de bien les former à manier des armes et, j'allais dire, à abattre ses adversaires. Et en fait, la définition que je pourrais en donner, c'est que les soft skills, c'est
peut-être le ciment qui va lier les compétences techniques à la réussite collective, ou individuelle dans certains cas. Voilà, et je vais rejoindre complètement Christophe. Moi, je mettrais deux séparations dans les soft skills. Celles qu'on peut ne pas voir a priori, celles qui sont internes à la personne, c'est les compétences, les capacités cognitives, et celles qu'on va pouvoir voir et qui vont être observables lorsqu'un comportement va être confronté à une situation réelle, et donc peut-être lié plutôt là à l'éducation, à l'enfance, à la vie sportive, etc. etc. Ça me fait une très bonne transition, parce que ma prochaine question, c'était pour vous, Christophe. Ça vient d'où, à votre avis, les soft skills? Ça vient de l'enfance, de l'éducation, des épreuves de vie, des expériences de vie, pas forcément des épreuves, d'ailleurs? Alors, je suis convaincu qu'un milieu familial aimant, l'entourage, est déterminant dans la capacité à développer ces soft skills. C'est pour moi le ciment même de la capacité d'une personne à avoir ces soft skills. Et je suis bien sûr hors catégorie socio-professionnelle. Je suis vraiment sur le milieu familial aimant. Ensuite, on va avoir l'éducation. On va avoir la formation. Et là, on va travailler les soft skills. On peut s'interroger finalement sur la dynamique du système éducatif français à aller plus sur ces soft skills, à savoir le travail collaboratif, la prise de parole, comment on voit apparaître les premiers cours d'empathie. Bon, c'est une bonne trajectoire, mais il faut aller encore plus loin pour le développement de ces soft skills. Et ensuite, en entreprise, bien sûr, on peut avoir des formations. On peut mesurer ces différentes compétences et essayer de les travailler avec un panel qui viendrait compléter. Mais je vais aussi ouvrir une parenthèse. Je crois qu'il y a, pour les soft skills, il y a des moments de vie qui peuvent être des accélérateurs. Et les moments de vie difficiles, à mon avis, sont de véritables boosters des soft skills. Je vais prendre des exemples de moments de vie difficiles. Quand on devient aidant. Être aidant, c'est-à-dire s'occuper d'une personne en situation de dépendance liée à l'âge ou au handicap. Ça transforme totalement un individu. Et ça développe totalement ces soft skills. La France compte plusieurs millions d'aidants. Donc on a un potentiel de plusieurs millions de personnes aux soft skills exacerbés. Et au sein de la Mutuelle Générale, on a pris le parti de travailler sur les salariés aidants. On a créé un observatoire qui vise à mesurer et à accompagner, à trouver des solutions pour permettre un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle des aidants. Et ce point-là, il est important parce que finalement, les aidants ont des qualités extraordinaires. Mais leur métier, il est double. Il est être aidant et être au rendez-vous professionnel. Et un des sujets propres de l'Observatoire cette année, c'est justement comment faire reconnaître et valoriser au sein des entreprises les soft skills déployés par les aidants. Et donc, on est en train de mener un groupe de travail avec des DRH pour établir un référentiel qui permette de faire le lien entre des compétences propres aux aidants sur les soft skills et des différentes fiches de poste, fiches de métier. C'est très intéressant et ça remonte un peu le moral de la situation des aidants qui est compliquée pour tous ceux qui connaissent cette situation. Donc écoutez, si ça développe des compétences professionnelles, c'est plutôt pas mal. Alors, je voudrais quand même qu'on se demande pourquoi c'est indispensable aujourd'hui d'avoir des soft skills, et je voudrais me tourner vers vous, Fabienne Ratin. Donc en tant que patronne de LinkedIn, vous avez fait beaucoup d'études sur le travail. Pourquoi c'est indispensable aujourd'hui d'avoir des soft skills et de développer les soft skills de ces équipes quand on est entrepreneur ou dirigeant? Alors effectivement, nous publions chaque semaine plusieurs observatoires sur les compétences et sur tout type de compétences, fondés effectivement sur la taxonomie que j'évoquais précédemment et fondés sur l'ensemble de la donnée que partagent le milliard de membres qui sont sur LinkedIn et les 30 millions de professionnels en France. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que plus de 51% des recruteurs sur les 6 derniers mois ont jugé ou jugent que les soft skills font partie des 5 premières compétences attendues en phase de recrutement. Et pourquoi ? Pour une première raison qui est la nécessité pour les entreprises d'ouvrir le champ des possibles en termes de profils adressables et en termes de diversité. Donc elles vont aller rechercher des profils qui ont non pas le diplôme exact ou le job exact précédent, mais des compétences qui peuvent être transférables et applicables au métier ou au poste qu'elles ont à pourvoir à l'instant T. Ce qui permet d'ouvrir considérablement les viviers de talents adressables. Et je vais prendre un exemple, les seniors. Lorsqu'un recruteur travaille ou un manager qui recrute travaille avec le filtre compétences et en particulier les soft skills, il a la faculté de multiplier par 9
le nombre de candidats dits seniors qui vont postuler à l'offre d'emploi qu'ils postent. Donc c'est particulièrement important pour les entreprises aujourd'hui d'ouvrir les compétences qu'elles vont recruter. Et puis, pour faire face à une révolution à laquelle j'imagine beaucoup d'entre vous être confrontés, qui est celle de l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Aujourd'hui, ce qu'on observe, et je vais prendre un exemple très simple, qui est celui d'un métier qu'on connaît bien, qui est celui du métier du recruteur. Aujourd'hui, un recruteur, avec les technologies qui sont disponibles, a la faculté d'automatiser un certain nombre de tâches, comme la publication des offres d'emploi, comme la rédaction de la description de poste, etc., et l'envoi des mails de manière très ciblée à une personne. Ça va représenter entre 20 et 30% de son temps. Et ça, ce que je vous évoque pour le métier du recruteur, c'est vrai pour la plupart des métiers. Il ou elle va passer son temps à faire quoi lorsqu'il va libérer 30% de sa bande passante? Légitimement, il va le passer à faire ce qu'il aime dans son job, c'est-à-dire plus de temps qualitatif avec les candidats et plus de temps qualitatif à construire la relation avec les managers ou avec les dirigeants de son entreprise pour mieux comprendre les attendus de l'organisation. Et ça va nécessiter pour lui ou pour elle de mettre en œuvre des compétences typiquement comportementales ou cognitives ou connectives telles que l'évoquait Christophe, c'est-à-dire capacité à communiquer, à construire en équipe, à inventer, à être créatif et aller un cran plus loin ou à faire un pas de côté. C'est la raison pour laquelle ce qu'on voit aujourd'hui dans la plupart des études, c'est que tous les métiers qui aujourd'hui sont bouleversés par l'arrivée de l'IA vont nécessiter de renforcer les compétences soft, comportementales, cognitives, cognitives qu'évoquait Christophe préalablement sur la totalité des métiers et de ses compétences. Merci Fabienne. Élodie, vous partagez cette analyse ? Oui, je partage complètement. Donc nous, on travaille avec des entreprises qui, comme le mentionnait Fabienne, ont des difficultés à recruter et qui, dans le cadre de cette difficulté, ont envie d'élargir leur panel de candidats. Peut-être que vous pouvez expliquer en 2 mots ce que c'est que Peoplein ? Donc Peoplein, c'est une plateforme de recrutement sans CV avec des tests de mise en situation. Donc l'idée, c'est d'aller évaluer des soft skills, des compétences douces à travers des cas pratiques en ligne. Et donc dont le but, effectivement, est d'aller élargir ce panel. Mais donc avant même les hard skills, en fait. Avant même les hard skills. Donc en fait, vous recrutez d'abord par les soft skills. C'est ça. L'idée, c'est de... Mais en fait, la réalité, c'est que les recruteurs, aujourd'hui, quand on priorise les compétences qui sont recherchées, comme le mentionnait tout à l'heure Fabienne ou Christophe, je ne sais plus, mais les compétences prioritairement recherchées sont des soft skills. Donc on fait le travail de prioriser ces compétences avec nos clients. Et la réalité, c'est qu'en fait, c'est toujours des soft skills. Donc, en fait, on va évaluer ces soft skills au travers de cas pratiques. On sait aujourd'hui que 76% des managers pensent que c'est plus important d'évaluer des soft skills que des hard skills parce que ça peut s'acquérir. Et on sait aussi que les métiers de 2030 n'existent pas encore pour la plus grande majorité. Donc, au travers de ces informations, une hard skills est très vite caduque. Il faut s'appuyer sur la soft skills et on a les moyens de les évaluer, si ce n'est avant le CV, au moins en parallèle du CV, pour aller chercher des profils qui ont des compétences transversales. Alors, je vais enfin donner la parole à Alexia, qui doit attendre, la pauvre, parce que vous êtes... Alors, Alexia Laroche-Joubert, vous êtes quand même patronne, donc vous n'êtes pas ici au titre d'experte des soft skills, mais vous êtes patronne, vous faites des recrutements, vous promouvez les gens. Est-ce que pour vous, c'est plus important les soft skills que les hard skills ? Non, mais alors, moi, je suis dans un secteur qui est un peu particulier, parce que c'est un secteur... qui est un secteur d'artisans, de saltimbanques et de gros caractères. Donc j'ai l'impression qu'on est principalement sur les soft skills plutôt que sur les hard skills. Moi, je me pose juste la question aussi, tout ça, c'est des mouvements de fond qui viennent voilà, avec la notion de bienveillance, etc. etc. Moi, je ne sais pas si je m'inscris complètement là-dedans. Moi, je cherche des gens qui ont du caractère, qui quelquefois peuvent être égocentriques, sont quelquefois durs à travailler. Donc, c'est marrant parce que j'ai peur que ça tamise un peu tout. Pardon, je me positionne un peu à l'encontre de tout le monde, mais j'ai peur que ça tire un peu vers le bas avec des... Voilà, il faut être bien un peu partout et gentil avec tout le monde. Et je ne sais pas si on mène des grandes entreprises toujours qu'avec ça, quoi. En tout cas, moi, dans mon secteur, c'est pas un point.
Et quand je recrute, par exemple, des candidats, parce que ça, c'est très intéressant, parce qu'on les évalue beaucoup plus, évidemment, sur des soft skills, enfin, ce que vous appelez, vous, des soft skills. Moi, c'est vrai que j'attends, mais c'est un autre secteur, hein, des fissures, de la rage, d'autres caractéristiques. Mais c'est des soft skills. Ben oui. C'est d'autres, c'est pour ça que peut-être que vous y prêtez... voilà, c'est peut-être aussi... Mais, Fabienne, vous vouliez réagir? Oui, je veux juste en un mot réagir. Il y a une soft skills qui est demandée en particulier pour les managers, qui est la capacité à challenger le statu quo. Alors, c'est dit poliment, mais in fine, ça revient à ce que vous venez d'évoquer. Alors, Antoine Predot, pourquoi, en fait, selon vous, parce que dans vos écoles, vous prenez la question des soft skills bien en amont, finalement, par rapport à là, quand on est dans le monde du travail, pourquoi c'est indispensable aujourd'hui? On a rapidement évoqué l'IA, je pense qu'il y a un autre champ qu'il faut évoquer. La concurrence des entreprises, elle est à l'échelle nationale, internationale, européenne. C'est pareil pour nos étudiants, que ce soit à l'entrée de nos écoles ou à la sortie quand ils arrivent dans le monde du travail. Historiquement, la mobilité des étudiants français en France a toujours été assez faible. Ça augmente d'année en année, maintenant il n'y a plus de sujet sur la concurrence nationale, mais maintenant elle est aussi internationale. En fait, le nombre d'étudiants étrangers dans l'enseignement supérieur français entre 2000 et 2017 a plus que doublé. Aujourd'hui, il atteint 410 000 étudiants étrangers inscrits en France dans l'enseignement supérieur. Donc c'est plus de 15% des étudiants. Et donc, par définition, en plus du fait que ce taux de croissance augmente plus vite que le taux de croissance des étudiants français, par définition, plus le scope est large, plus comme un étudiant brillant, vous êtes confronté à d'autres étudiants brillants. Et donc, si vous êtes tous un parcours académique égal, forcément, la seule manière de vous différencier, ce seront ces soft skills. Nous, chez Galileo, on a implanté dans 18 pays, donc 106 campus à peu près, et on a décidé de capitaliser un petit peu sur cette force. Et donc là, dans quelques semaines, les étudiants qui font le programme Grande École de PSB ont la possibilité de suivre une section européenne, et donc de faire leurs 5 années d'études dans 4 pays européens différents, à Londres, à Paris, à Milan ou à Munich, parce qu'on est encore assez convaincu que les soft skills, quelle que soit leur définition, c'est grâce à l'ouverture en tout cas qu'on les obtiendra et la confrontation. Mais je vous rejoins complètement. Non, mais il y a un truc qui est quand même assez intéressant ce que vous dites, c'est que moi la question que je me pose, c'est comment vous évaluez ces soft skills? Alors, peut-être que c'est plutôt vers vous, parce que qu'est-ce que vous appelez exactement et qu'est-ce que vous attendez par les soft skills? C'est-à-dire, vous attendez quoi? Vous attendez quand vous dites, OK, ils sont tous avec un niveau académique très fort, mais comment vous les évaluez, cette capacité? Alors, je pense que c'est plutôt à Élodie de répondre à ça, ou à Antoine. C'est la parole. Mais alors, moi, de mon côté, nous, de notre côté, en fait, déjà, les soft skills, c'est pour ça que je précisais tout à l'heure que ce n'est pas qu'une question de personnalité, c'est qu'en fait, il y a des définitions derrière. Pour une fois, c'est le monde de la pédagogie, c'est le monde de l'école qui a travaillé en premier lieu sur ces compétences-là. Et il y a des définitions qui sont tirées de l'éducation nationale, mais que l'APEC a aussi très bien travaillé, ou qui existent dans des référentiels, et qui donnent des définitions claires et précises de ce qu'est la compétence. Donc, par exemple, quand on va travailler sur la capacité d'écoute ou la satisfaction client, on va avoir très précisément des critères d'évaluation derrière. On va être capable de dire, est-ce que la personne a compris le besoin client? Est-ce qu'elle l'a reformulé? Est-ce qu'elle a mis un ton enjoué dans sa réponse? Alors, comment est-ce qu'elle s'adresse à la personne? Donc, il y a des choses claires et précises derrière. Donc ça, on va en parler, parce qu'en effet, on va essayer d'entrer, Alexia, dans c'est quoi les soft skills demandés aujourd'hui. Ce que je voudrais quand même, c'est en finir avec la question de départ, qui était en quoi c'est un vrai plus. Il y a un effet secondaire quand même quand vous recrutez comme vous, grâce à votre solution. Oui. Alors Fabienne en a parlé un peu, et voilà. Merci, parce que je voulais vraiment en parler. Parce qu'en tout cas pour nous, dans notre idée, les soft skills, elles ne s'acquièrent pas uniquement par la formation. Christophe aussi en parlait tout à l'heure avec les aidants. On en parlait avec l'éducation, le milieu social, on en parlait avec simplement le milieu aimant. On pense que les soft skills, elles s'acquièrent de plein de manières différentes. Elles s'acquièrent aussi dans le milieu sportif, dans la vie de tous les jours. Et le fait est que quand on s'appuie sur les soft skills, en fait, on travaille sur l'inclusion. Le fait est qu'on va aller chercher des profils qui ont des parcours différents, qui n'ont pas forcément tous les mêmes parcours académiques, qui n'ont pas forcément toujours fait l'école attendue, le diplôme attendu, et pourtant, ça fonctionne.
Et donc, le pendant de travailler sur les soft skills, en plus d'élargir son panel candidat, c'est de travailler sur l'inclusion. Alors, j'aimerais quand même que vous reveniez là-dessus, peut-être Christophe, mais parce que vous avez dit, milieu aimant, enfin, une famille aimante, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille aimante dans sa vie, mais donc ça vous prive quand même pas de soft skills jusqu'à la fin de vos jours. Parce que vous allez peut-être être aidant, remarquez, en plus. Non, mais sérieusement, voilà, est-ce que les difficultés... Voilà, c'est ça, c'est quand même dur. Hein. Non, mais sincèrement, donnez-moi un peu aidez-moi un peu là-dessus, s'il vous plaît. Il y a un terreau, c'est clair, avec la famille, l'éducation, mais après, ça se développe, et les événements de vie peuvent aider à accélérer le développement. Je vais prendre un autre exemple, et là, je vais être en opposition, c'est-à-dire que je ne vais pas parler de Chartier. Dans mon métier, une grande part de mon métier, c'est de répondre à mes clients. C'est ce qu'on appelle la relation client. Et la plupart du temps, quand on a un assureur, une prestation de service, et vous le connaissez tous, vos clients, quand ils vous appellent, ils ne sont pas contents. Un client qui vous appelle, qui est content, généralement, il ne vous appelle pas. Donc moi, ils m'appellent, ils ne sont pas contents. Et pourtant, une fois qu'ils m'ont appelé, on évalue leur satisfaction, j'obtiens une note de 4,7 sur 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en plus d'avoir apporté la réponse technique, on a réussi à inverser l'émotion de la personne. Et moi, c'est essentiel que mes collaborateurs, et j'en ai beaucoup, c'est quasiment 15% de mes effectifs, qu'ils soient capables d'avoir ce panel d'émotions, d'empathie, d'écoute, pour bien répondre aux clients et le fait qu'ils soient contents à la fin. Parce qu'un adhérent, un assuré qui est content, il est fidèle. Donc, vous voyez, donc, on a des métiers différents dans l'assurance, dans la prestation de services, notamment avec Flex. Pour nous, les facultés, les compétences d'écoute, d'attention, la capacité à se mettre à la place de l'autre, c'est fondamental parce que j'ai besoin à la fin que mon assuré, que mon client soit content. Alors, ça, c'est un exemple. Ça, c'est un très bon exemple qui montre que probablement il y a des spécificités de soft skills attendues selon les milieux socio-professionnels. Donc j'imagine, chez vous, Alexia, dans le monde des médias, c'est peut-être pas forcément l'empathie et la capacité d'écoute qui est recherchée. Est-ce que ça dépend de la prise de parole en public? Je ne sais pas. C'est quoi? Non, mais c'est tellement lié à la fonction, à ce que vous attendez du candidat, que c'est difficile de répondre de manière comme ça aussi abrupte. De dire je cherche que des gens qui n'ont pas d'empathie, ça serait quand même un peu bizarre. Non, mais c'est pas ce que je vous ai dit quand même, Alexia. C'est pas ce que je vous ai dit. Non, je pense que moi aussi, dans mon caractère de manager, je cherche des gens qui me challenge, qui se confrontent à moi, voilà. Donc je cherche des... Et je pense que c'est un métier où il faut être, on en parlait, assez courageux. Il faut prendre très vite des décisions. On est très exposé. Donc l'opinion publique, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à vivre avec ça. C'est énormément de pression. Donc il faut des gens qui soient capables de supporter ce niveau de pression-là. Donc c'est vrai que c'est des qualités qu'on recherche. Mais je rebondis sur l'éducation. Moi, j'ai fait un documentaire sur l'école 42. Et à l'épreuve de la piscine, qui est l'épreuve de sélection. Oui. Alors, avant la rénovation, l'école 42, avant le changement de gouvernance. C'était il y a très très longtemps. Moi, j'étais au lancement de l'école 42. Donc, c'est quand les filles étaient quand même pas très très accueillies correctement, on va dire. Ouais, mais il faut dire que sincèrement, ça puait la sueur. Hein. Ah oui. Ouais, franchement, on n'avait pas envie d'y aller. Ah bah oui, je le confirme. Mais non, il y avait une épreuve qui était très intéressante. C'était une épreuve où il fallait répondre à un exercice en 24 heures, ce qui supposait que pour y répondre, il ne fallait pas dormir. Et en fin de compte, l'analyse de l'école 42 n'était pas de savoir s'il allait répondre à l'exercice. Il ne gardait que les gens qui disaient « je refuse de faire cet exercice parce que ça veut dire que je ne vais pas dormir ». Donc ça, je trouve que c'est intéressant. Voilà, c'est une manière de mettre un peu en situation, ce que vous faites, un caractère de « je n'accepte pas l'ordre, je me révolte contre l'ordre quand il est aberrant ». C'est en effet intéressant, même si on sait depuis que ça avait aussi des effets secondaires un peu compliqués, cette piscine. L'école 42 était complexe, mais moi je trouve qu'elle avait le mérite de faire des tentatives. Alors, moi, je voudrais revenir, on est allé un peu vite dans le développement des soft skills attendus. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un lieu commun, enfin comment dire, un espace commun de soft skills indispensable pour tout le monde? Voilà, ça je vais peut-être plutôt poser la question à Fabienne ou à Antoine d'ailleurs.
Alors oui, j'évoquais tout à l'heure le top 10 des compétences attendues par l'ensemble des recruteurs, tous secteurs confondus et tout métier confondu. Parmi ces 10 compétences hard et soft, 3 d'entre elles émergent. L'adaptabilité, la communication et la faculté de travailler en équipe. Avec 2 compétences complémentaires pour les jeunes diplômés qui sont plutôt la curiosité et la créativité. En revanche, sur l'adaptabilité, ce qu'on observe, c'est que c'est la compétence soft qui a augmenté de manière extrêmement radicale sur ces 6 derniers mois. Et pourquoi ? Parce que, vous évoquiez tout à l'heure la CSRD, c'est l'un des sujets, mais il y a tellement de sujets aujourd'hui et de défis auxquels les entreprises sont confrontées, et de facto les professionnels, que la faculté à s'adapter est éminemment demandée. Je reviens un instant sur les 3 piliers qui étaient évoqués tout à l'heure, ce que j'appellerais le déterminisme professionnel. Le milieu ou la famille dont on est issu, le secteur éducatif et puis les entreprises dans lesquelles on a travaillé. Je ne suis pas totalement persuadée qu'il faille forcément se fonder sur ces 3 piliers-là, parce que ça veut dire qu'on reproduit une espèce de déterminisme social contre lequel les entreprises aujourd'hui sont éminemment engagées à lutter contre. Elles sont toutes, et je pense que vous êtes tous et toutes aujourd'hui très engagés à faire en sorte que vous ayez des points de vue différents, des gens qui, comme le disait Alexia, aient la faculté de rentrer dedans, d'amener un prisme nouveau. Donc je sortirais plutôt volontiers de ces 3 piliers éminemment déterminants, si je peux me permettre. Merci pour cette remarque. Alors justement, comment on fait quand on n'en a pas des soft skills pour en acquérir concrètement? Alors, déjà, peut-être on va retourner à l'école. On va retourner à l'école. Avec Antoine. Peut-être juste un tout petit peu quand même répondre à la question sur la manière dont on évalue, parce que je pense qu'on serait un peu inquiet comme parents si on envoyait nos enfants dans des écoles qui ne savent pas comment ils évaluent vos enfants. Déjà, il y a des cadres très précis dans l'année, une fois qu'on a intégré l'école. Si je prends par exemple, c'est assez obscur comme sujet, mais on connaît tous le système licence, master, doctorat. Et pour les étudiants qui sont en apprentissage, il y a un système qui a été mis en place par l'État, France Compétences, c'est le titre RNCP. Et dans le titre RNCP, pour obtenir ce titre, vous avez des blocs de compétences. Et si je prends par exemple le titre chargé de communication, la compétence technique, la hard skill, si on peut l'appeler comme ça, ce sera la gestion technique du réseau social. Donc comment je publie, à quelle heure je publie, etc. Et la compétence peut-être plus soft, même si elle n'est pas écrite comme ça, c'est l'animation du réseau. Et vous allez me dire, quand on sait se servir de Facebook, on sait se servir de Facebook, mais évidemment, à quelle heure, qui il faut aller chercher, quel support. Ça répond peut-être un petit peu en partie à la question. Et l'autre partie, pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'international, aujourd'hui, tous nos étudiants savent pertinemment que ce soit post-prépa, post-bac, après 3 années à la fac, quand ils arrivent dans nos écoles, je prends l'exemple là des business schools, une fois l'admissibilité obtenue, c'est-à-dire une fois ce socle de base de connaissances techniques obligatoires obtenues, ce qui va être fondamental dans l'admission, ce sont ces grands oraux, les business cases, les entretiens. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui fait ressortir la personnalité. Alors là aussi, il y a des grilles d'évaluation, je ne les ai pas sous la main, mais je vous enverrai. Parce que c'est ce qui fait ressortir un petit peu ses compétences, et en business school, on sait très bien, c'est l'inspiration du modèle anglo-saxon, le leadership, la prise de parole en public, etc. Comment on en acquiert ? Alors là, je vais vous faire une réponse un peu fourre-tout, parce que nous, on a plein d'écoles différentes. On a l'Institut culinaire de France, l'Atelier de Sèvres, le Business School, le cours Florent. Et alors, les soft skills, quand on est au cours Florent, quand on passe par tout le panel, pas tout le panorama des émotions, ou quand on est à l'EM Lyon, c'est tout à fait différent. Comment on les acquiert ? J'allais dire, il y a le système classique, j'ai évoqué le modèle anglo-saxon. Quand on va à l'école, on apprend des soft skills. On est confronté à ses étudiants, c'est la vie sociale, on a des réponses orales, on fait des exercices. C'est inné, j'allais dire. Mais je pense qu'il y a 2 leviers originaux qu'on peut évoquer. En France, c'est l'apprentissage, les contrats d'apprentissage. Ça a explosé. Je pense que dans vos entreprises, vous en avez de plus en plus. L'énorme avantage, c'est que vous confrontez immédiatement, semaine après semaine, ce que vous apprenez et ce que vous pratiquez. Et en fait, je pense que les soft skills, c'est ce frottement entre ce que vous apprenez et la réalité pratique. Et c'est là que ça émerge. Et le deuxième, nous, on a la chance à la fois d'être internationaux, mais aussi d'avoir différentes écoles, je les ai évoquées. Et donc, on a créé des parcours en hybridation. Et donc, quand vous faites des parcours en hybridation entre le cours Florent et l'EM Lyon, ça existe vraiment ? Ça existe vraiment. Vous avez un cursus en anglais. Et donc, quand vous apprenez la prise de parole en public, c'est celle qui revient le plus, on va y revenir, et que vous êtes l'entrepreneur de demain, je vous laisse imaginer les compétences que ça peut dégager quand vous faites ça au cours Florent. Bah oui,
bien Voilà. sûr. C'est très intéressant. Alors, maintenant, peut-être Fabienne, est-ce que LinkedIn propose des formations en soft skills ? Absolument. Donc, LinkedIn, nous travaillons d'une part avec l'ensemble des individus, des professionnels que nous sommes. Donc, j'imagine que la plupart d'entre vous ont le petit logo bleu avez le petit logo bleu sur votre plateforme. Et donc, effectivement, vous avez à disposition l'accès à des formations, plus de 2300 cours en français et plus de 25 000 dans toutes les langues. Et puis, nous Mais travaillons... alors, ce sont des formations digitales ? Oui, ce sont des formations en ligne, alors soit sous forme de vidéo, avec des tests, avec un certain nombre de modalités. Et puis surtout, nous travaillons avec les entreprises pour leurs besoins de formation en interne, puisque un professionnel va se former tout au long de sa vie, évidemment sur ses compétences techniques, mais surtout sur ses soft skills, celles-ci ayant vocation à évoluer en fonction des attendus du poste et de l'entreprise. Donc des contenus à disposition dans des parcours de mobilité interne pour les entreprises et les professionnels. Alexia, vous formez vos équipes aux soft skills ? Je pense que la réponse est non, mais bon. Non, si. Non, en fin de compte, moi, je les forme pas. Malheureusement, je suis encore à l'état où je réagis par rapport à des mauvais comportements. Et dans ces cas-là, je donne accès à du coaching, à des formations, etc. Entre autres, comme je vous le dis, comme je recherche des gens qui ont beaucoup de caractère, quelquefois, il y a beaucoup de friction. Et il y a un management qui peut être quelquefois un peu vigoureux. Donc c'est plutôt ça. Donc dans ces cas-là, oui. Parce que je pense que ça a déjà d'être celui qui est toujours critiqué comme celui qui traumatise. C'est jamais très satisfaisant pour soi. Donc c'est bien de les former. Maintenant, c'est vrai que je trouve que vous avez beaucoup d'outils et je savais même pas qu'il y avait ça sur LinkedIn, donc je trouve ça super. Et c'est vrai que c'est intéressant. Après, voilà, j'ai peur que ça soit aussi une réponse. Alors, j'ai peur. C'est une réponse à une jeunesse qui évolue, qui a besoin de dire elle veut être considérée justement humainement dans son rapport avec sa vie privée, etc., et que c'est la réponse aussi qu'on donne à ces jeunes pour les attirer. Leur dire, voilà, t'inquiète pas, t'as pas besoin d'avoir que des hard skills, il te faut un peu de soft skills. Et là, d'un seul coup, on a l'impression qu'on peut prétendre à tous les jobs. Je mets un peu de réserve. Moi, je suis plutôt en pénurie de gens qui ont des hard skills. Donc, là, j'ai marrant parce que merci d'être venue, Alexia. Non, mais il faut faire attention. Il faut faire attention de ne pas aller dans un sens à l'opposé. Les hard skills, c'est très important. Moi, j'ai des métiers où je n'ai pas de gens qui sont formés. Mais je crois que Christophe va pas nous démentir que les hard skills et les soft skills n'effacent pas les hard skills. Enfin, c'est les deux. C'est évident. Je vais prendre un autre exemple. Dans l'assurance, on est extrêmement attaqué d'un point de vue cyber. Et on en a particulièrement le 15 août. Donc le 15 août, tout le monde est en vacances, on est attaqué. Là, il me faut des experts. Je ne peux pas me permettre d'avoir que des soft skills. En revanche, des purs experts sans soft skills, je me plante. Je ne sais pas gérer une cellule de crise le 15 août. Pardon. D'accord ? Donc oui, il faut les deux. Et à un moment, quand on recrute, les compétences techniques, elles doivent être là. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas encore sur les métiers de demain. On est sur les métiers d'aujourd'hui. Mais il faut que les collaborateurs qu'on recrute soient capables d'aller vers demain. Donc les expertises, les compétences techniques, oui. Les soft skills pour gérer une cellule de crise, par exemple, pour gérer du relationnel, c'est essentiel. Et un autre point, vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas que l'équipe, ce soit que des moutons et qu'ils se ressemblent tous. Là, c'est dramatique. Donc, avec les soft skills, on va chercher des personnalités différentes. Et c'est cette association de personnalités différentes qui permettent de lutter contre les biais cognitifs. Voilà, moi, je crains la pire chose dont j'ai peur dans mon équipe, c'est l'unanimité. Voilà, ça, c'est mortifère. Donc les soft skills, à un moment, vont nous aider aussi à être plus performants ensemble. Et on prend tout en compte. Collectivement, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, avant de donner la parole au public, parce qu'on va ouvrir une session de questions-réponses, j'aimerais que chacun, mais très rapidement s'il vous plaît, sinon on n'aura pas le temps de donner la parole à notre public et on le souhaite, que vous nous donniez votre soft skills, ce que vous pensez être votre meilleur soft skills. Alors je vais commencer... Oui, chez vous, individuellement, c'est quoi votre soft skills, votre bon soft skills, Christophe, par exemple ? Alors, vraiment, pour faire plaisir, je vais dire la bienveillance. Parce que
Voilà, face à une équipe qui a tous les profils, c'est comment je les amène vers du succès. Mais un autre profil sera aussi... Élodie? Alors, j'avais pas compris que c'était pour moi là-bas. Je croyais que c'était la meilleure pour les candidats. Non, je dirais que effectivement, ça va certainement être la capacité à comprendre son environnement. Donc la capacité entre l'analyse et l'écoute, je pense, d'aller saisir ce que veut dire l'environnement. Voilà. Alexia? Alors moi, je pense que j'ai développé, après des années de casting où j'ai vu des milliers de candidats, une capacité à rentrer quasiment dans la personne. C'est-à-dire quand je suis très concentrée, je suis capable d'absorber la matière humaine de la personne et je suis capable de l'amener là où elle ne penserait pas automatiquement aller pour qu'elle soit heureuse. C'est-à-dire que j'ai quand même un truc, c'est que je ne dirais pas que je suis bienveillante, mais j'aime travailler avec des gens qui sont heureux parce qu'ils donnent beaucoup plus. Fabienne Arata. Alors moi, pour avoir depuis de très très nombreuses années travaillé dans des organisations extrêmement matricielles et internationales, je dirais que c'est le soft power, c'est-à-dire la capacité à influencer sans autorité hiérarchique. Ah oui, ça c'est un vrai défi. Je ne sais pas comment vous faites. C'est compliqué à mon avis, quand même. Et vous, Antoine? L'humour, je pense. Ah. Non, mais c'est pas flagrant ici, je suis vraiment désolé. Mais... Oui, non, j'osais pas le dire, mais... Mais non, il y a un petit truc. Okay. Non, mais je pense que ça casse les barrières hiérarchiques. Je pense qu'on peut dire beaucoup plus de choses avec l'humour, dès lors que c'est pas hypocrite et que c'est fait avec respect. Oui, c'est ça, que ça soit pas trop agressif. Oui, je pense qu'on a besoin d'humour en France. On a tendance à se flageller un petit peu beaucoup, donc je pense que ça fait du bien dans les entreprises. Bon, alors merci beaucoup à tous les 5. Je voudrais maintenant ouvrir une session. Là, je vais prendre quelques questions. Qui veut poser une question? Monsieur, là-bas. Est-ce qu'il y a un micro? Lina, tu veux pas est-ce qu'il y a, pour le monsieur? Vous voulez pas vous approcher un peu, s'il vous plaît? Vous pouvez ou pas? Oui, on vous entend bien. Vous voulez bien lui payer? Merci beaucoup. Voilà. Allez. Je voudrais que vous vous présentiez, s'il vous plaît. Bon, je m'appelle Thibaut Cornary, je suis associé du cabinet KEA. Qui est un cabinet qui fait quoi? Cabinet de conseil en stratégie et organisation. Très bien. Transformation. On a beaucoup parlé de recrutement, des soft skills au moment du recrutement. Est-ce qu'il y a des organisations qui permettent de les exprimer ou de les développer une fois le recrutement passé? On a un peu parlé de la formation, quand même. Mais je vous laisse compléter, Fabienne. Je dirais qu'il y a 2 ingrédients, voire un troisième. Le premier ingrédient et qui est déterminant dès la phase de recrutement, qui est la culture et les valeurs de l'entreprise. Et ce qu'un recruteur ou un manager va aussi chercher à évaluer pendant cette phase, c'est est-ce que cette personnalité va rencontrer positivement la personnalité organisationnelle de l'entreprise? Et est-ce que ça va matcher en termes d'engagement, de culture, de manière de bosser, de manière de se parler? Est-ce que les codes vont être compris et acceptés de part et d'autre? Donc ça, c'est la première des choses, culture et valeurs. La deuxième des choses, c'est évidemment les modalités organisationnelles. Et pour travailler sur cette nature de consulting, j'imagine assez volontiers que vous voyez que les différentes formes d'organisation peuvent conduire ou pas à développer certaines soft skills plus que d'autres. Et puis, in fine, le style managérial, qui va être également dépendant du premier ingrédient. C'est pour ça que je disais plutôt 2,5 que 3. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Charles-Henri Bessert-Desor, professeur émérite à HEC. Bonjour Fabienne. Bonjour Charles. Je voudrais savoir, face aux IA génératives, on a parlé évidemment des compléments des soft skills vis-à-vis des IA, c'est-à-dire quand on utilise lourdement les IA génératives dans un certain nombre de métiers. Face aux IA génératives, est-ce que vous ne croyez pas que la première soft skill, la plus importante, c'est l'esprit critique ou le discernement? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, c'est la vraie question. Ça a été dit quand même. Ouais. Pas mal, la capacité à contester l'ordre. Non, je pose la question précisément dans le contexte des IA génératives. Ah oui.
Là, pour le coup, alors moi, personnellement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Clairement, une des compétences qui est attendue aujourd'hui, c'est celle-ci, et qui sera attendue demain aussi. Par contre, la réalité, c'est que, en tout cas dans mon cas, c'est que j'ai quand même, moi, dans mes clients, 80% de mes clients qui recrutent des gens qui vont pas être devant un ordinateur, qui vont être en boutique, qui vont être sur les chemins de fer, qui vont être... Et du coup, la réalité, c'est que c'est pas forcément la première attendue pour eux. Par contre, demain... ne serait-ce que quand ils voudront se former avec l'IA, ne serait-ce que quand ils chercheront des informations pour intégrer l'entreprise dans les chats internes de l'entreprise, oui, effectivement, demain, j'imagine que cette compétence, elle sera, même pour ces postes-là, la plus recherchée. Voilà, juste à mettre un petit peu à relativiser un petit peu, parce que tous les postes ne sont pas concernés tout de suite, en tout cas. Fabienne ? Et puis, pour compléter, l'esprit critique, de mon point de vue, il se fonde avant toute chose sur l'expérience et l'expertise. Donc c'est très compliqué d'avoir de l'esprit critique si vous ne savez pas de quoi vous parlez. Donc avant l'esprit critique, et c'est ce que la donnée montre, l'adaptabilité est aujourd'hui la compétence soft la plus attendue pour absorber cette révolution qu'est l'IA Gen. Une dernière question, après on juste, pour compléter, attention, je ne crois pas que ça soit l'apanage d'un individu. La remise en cause, ou en tout cas le challenge de l'IA, c'est collectif. C'est une entreprise qui doit avoir l'état d'esprit pour se dire ce qui sort de la boîte noire, je dois être capable d'être critique par rapport à ces résultats et toujours vigilant. Donc ce n'est pas un individu, c'est un collectif. Une dernière question, après on va être obligé de conclure parce qu'on va enchaîner sur le prochain talk. Est-ce qu'il y a une dernière question ou pas? Oui, monsieur? Je m'appelle Serge, je fais des projets européens avec le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Vous m'entendez? Allez-y. Un peu plus fort? Oui. Parfait. Okay. Je m'appelle Serge, bonjour à tous. Collez votre micro peut-être sur votre menton. Je le colle comme ça? Oui, voilà, c'est mieux là. On m'entend. Je fais des projets européens avec le MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes et donc notamment des projets Erasmus mais adaptés à des professionnels. Et je voulais parler du management interculturel et comment se préparer ça au mieux. Peut-être ma question se dirige un peu plus vers vous par rapport au profil de vos étudiants, sachant que les profils que l'on a, nous, des professionnels, ne sont pas forcément très bien préparés à travailler avec un Polonais, avec un Grec et dans des contextes professionnels différents. Comment est-ce qu'on peut s'y préparer au mieux? Antoine. Je risque de répondre un peu à côté. Redire évidemment que on augmente de plus en plus les parcours européens. On a des écoles un peu partout dans le monde et ce qu'on essaye de faire pour le parcours européen, on veut le faire à travers le monde. Alors, j'allais dire, il n'y a pas de management de telle région, on n'apprend pas des compétences spécifiques, c'est plutôt dans la diversité de l'apprentissage. Mais j'avais oublié le début de la question. Comment ils travaillent tous ensemble? Eh ben, en fait... Management interculturel. Non mais Erasmus c'est le meilleur exemple. En France on a beaucoup de mal dans nos écoles parce qu'on a quand même un raisonnement assez en silo. C'est-à-dire qu'on prépare les programmes académiques, on doit répondre d'abord et avant tout, et vous avez raison de le mentionner, à ces hard skills, parce que c'est fondamental, parce que c'est LMD, parce qu'on est comme ça, et puis parce que les diplômes c'est d'abord des compétences. Et je pense que c'est ce que vous ressentez si vous avez autant de mal à avoir des personnes formées sur le management multiculturel, c'est aussi pour ça. Et c'est quelque chose sur lequel on doit travailler, on en est, je pense, au balbutiement, et c'est quelque chose qu'il faut faire bien plus à mon avis. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et voilà.